Le fait que Odermatt soit là, c'est la raison pourquoi on arrive à avoir des triplés en Suisse actuellement. J'ai 4 piliers pour performer en Coupe du Monde. Quand on fait un traumatisme crânien et qu'on perd connaissance, pour le cerveau reptilien, donc le cerveau qui a pour unique but de survivre, lui, il n'est pas passé loin de la mort. En ski, qu'est-ce que c'est l'intelligence de course ? L'état de flow, pour moi, c'est quand il y a tout qui fonctionne. Bienvenue dans l'entrejeu. If I speak, I am in big trouble. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Bienvenue dans l'entrejeu, le podcast qui explore le sport par ses coulisses, ses histoires et ce qu'il nous apprend sur nous-mêmes. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Boisset, skieur de l'équipe nationale suisse de vitesse. À 27 ans, il rechausse les skis pour une nouvelle saison après une première qui a dépassé ses espérances et une seconde marquée par les chutes et le doute. On a parlé de ski, de vitesse, de ce que c'est de se mesurer au plus légendaire des pistes comme Wengen ou Kitzbühel, de l'instinct, de l'état de flow, de pression, de reconstruction mentale et de ce qui se joue vraiment dans la tête d'un skieur après une lourde chute. Arnaud m'a aussi expliqué sa double vie de skieur et gestionnaire de fortune, sa manière de voir la discipline et cette volonté d'être chaque jour meilleur que la veille. Une discussion sincère, lucide et très inspirante. Si le projet te plaît, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et à suivre le podcast sur les différentes plateformes. Sur ce, excellente écoute et bon épisode. Arnaud, bienvenue dans l'entrejeu. Plaisir d'échanger aujourd'hui avec toi et merci de m'accorder un peu de ton temps. Comment tu vas ? Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais bien, merci. C'est une période un petit peu plus calme au niveau des sollicitations et tout, avant que le brouhaha de la saison commence. Top. Aujourd'hui, on va explorer le monde du ski, les coulisses de ta carrière de skieur et tout ce que ça implique, mais aussi l'aspect mental de ce sport. On en a déjà un petit peu parlé entre nous, puis il est très important pour réussir dans ce monde très concurrentiel. On va parler de ta vie d'athlète, ta double vie de skieur banquier aussi, mais également d'autres sujets en lien avec la vie de manière plus globale, comme j'aime bien le faire dans le podcast. J'ai pris l'habitude de démarrer avec une question que je pense importante, qui concerne les raisons qui nous poussent à nous lever le matin. De ton côté, toi, qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui te fait te lever le matin pour poursuivre cette carrière de skieur de haut niveau ? Ouais, à fond. Alors, je pense que ma motivation de tous les jours, c'est d'être une meilleure version de moi-même. Chaque fois, s'améliorer, corriger les petites erreurs du passé. Et puis après, par rapport à mon sport, plus spécifiquement, ça, je pense que c'est l'appétit de la vitesse, cette adrénaline-là, de prendre des risques, de faire des gros sauts, d'aller à 140, 150 km/h sur de la glace. C'est ça vraiment que j'aime. Et puis, c'est clair que j'ai l'esprit de compétition. Et puis j'aime profondément les courses, j'aime les compétitions, plus que l'entraînement. Trop bien. Du coup, ça m'amène, j'aime bien au début des conversations, un petit peu revenir sur le début. Tu as parlé d'amour pour la vitesse. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont poussé à commencer le ski et à démarrer ce sport ? Au début, je crois que c'était... j'étais tout petit, j'avais 2 ans et demi, comme ça, quand j'ai été la première fois sur les skis. Après, quand je suis devenu un petit peu plus indépendant, j'avais peut-être 3-4 ans. Et puis, je crois que ce que j'aimais bien dans le ski, c'est qu'en fait, j'avais pas de limite. Je devais rester sur la piste, mais je pouvais aller à la vitesse que je voulais, faire le nombre de virages que je voulais. Et puis, quand j'étais enfant... J'étais peut-être un petit peu dissipé, j'avais un petit peu trop d'énergie et donc le ski, ça me permet de faire ce que je voulais où je voulais et c'est ça qui m'a plu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cursus classique pour un jeune skieur ou une jeune skieuse talentueuse dans la région et ensuite à l'échelle nationale, au niveau régional et ensuite toutes les structures qui suivent et toi, comment ça s'est passé pour toi ? Ouais, alors le ski, c'est un sport technique et du coup, il faut commencer jeune pour pouvoir avoir la chance de devenir sportif d'élite un jour. C'est pas comme des fois on entend des histoires de sportifs d'endurance qui ont commencé le sport à fond à 17-18 ans. Chez nous, c'est pas vraiment possible déjà. Il faut commencer avant 10 ans.
être voilà, dans le ski club, dans la région, ensuite se sélectionner à Ski Valais, donc ça c'est l'échelle cantonale, à 16 ans se sélectionner au NLZ, Centre National de Performance qui est à Brigue, du coup là ça regroupe toute la Suisse romande, et puis après selon les résultats on se qualifie à la fédération au niveau national, donc le cadre C de Swiss Ski. Et puis, il vient la Coupe d'Europe, cadre B de Swiss Ski, et puis finalement la Coupe du Monde avec le cadre A et puis le cadre national. Toi, t'es passé par l'internat ou pas? Ouais, moi j'ai fait 2 ans d'internat à Brigue, ouais. Comment c'était ça? C'est parce que ça peut... Selon ce que certains disent, c'était vraiment une école de vie, parfois pas facile avec tous les entraînements, gérer l'école, parfois loin de la famille. Toi, comment t'as vécu ça? Alors, quand j'ai pris la décision à 15 ans de quitter le nid familial pour aller vivre à Brigue toute la semaine, ça, c'était quand même une grosse décision. Parce que, bah voilà, on a 15 ans et puis on va vivre, c'est du lundi au vendredi, mais quand même, on vit plus sous le toit des parents, quoi. Et puis là, à ce moment-là, moi, je pensais que c'était une super idée parce que je pouvais enfin partir de l'autorité parentale. Et puis après, je me suis retrouvé à l'internat, mais sauf qu'il y avait une autre autorité à l'internat. Alors voilà, il y a eu 2 ans un petit peu mouvementés. Et puis à la fin des 2 ans, finalement, j'ai pris un appartement en colocation avec 2 sportifs. Et puis j'ai fini mon collège voilà, dans un appartement de façon un petit peu plus indépendante. Et ça s'est mieux passé qu'à l'internat. Souvent, pas mal de sportifs parlent de l'époque où ils sont justement parfois en sorte de formation ou autre, comme une période où ils grandissent plus vite, où ils apprennent certaines choses peut-être plus vite, ils deviennent adultes de manière plus rapide. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as vu ou sur quels aspects tu as grandi plus vite comme jeune adolescent? Ouais, à 200%. Je pense qu'en fait, j'ai pris beaucoup d'autonomie, de discipline et d'organisation. D'abord avec l'école. Donc j'ai fait le collège, une maturité gymnasiale, et puis nous, on avait, je pense qu'on avait à peu près 50% de présence sur l'année. Donc ça veut dire que les autres 50%, on devait compenser et puis travailler de façon autonome. Donc on avait une interface qui était bien mise au point par l'école de sport. Donc on avait tous les cours en ligne, tous les profs nous donnaient les leçons et puis toutes les informations nécessaires pour les examens. Et puis après on revenait à l'école, en hiver on revenait à l'école juste pour faire les examens finalement. Donc ça veut dire qu'on doit assimiler toute la matière de manière complètement autonome et indépendante de notre côté. Ça m'a beaucoup appris parce que finalement, on perd pas de temps. Je veux dire, si on a un chapitre qu'on comprend bien, on va un petit peu plus vite que la moyenne. Et puis après, l'autre, on peut passer plus de temps et tout. Ça, c'était très bien. Et puis après, il y a tout le côté organisationnel entre combien j'investis de temps pour réussir mon année scolaire et puis combien il me reste de temps pour m'entraîner à côté. Sachant que évidemment que le ski avait tout le temps une priorité pour moi, pas pour mes parents, qui étaient d'ailleurs très bien. Le deal, c'était clairement tu réussis l'école si tu veux continuer le ski. Donc là, il y avait pas mal d'organisation à avoir. Et puis, gentiment, une certaine hygiène de vie aussi. C'est l'âge entre 15 et 20 ans, c'est l'âge où on commence à sortir et tout. Et moi, je pouvais pas sortir à chaque fois. Mes copains qui faisaient pas de sport, ils se disaient ah mais allez viens. Et puis en fait, ça jouais pas tout le temps. J'étais en hiver, de toute façon, les week-ends, ils étaient très occupés. Donc voilà. Et après, quand j'ai pris le premier appartement, donc la première fois que j'étais en colocation, j'avais 17 ans. C'est extrêmement jeune. Quand je repense maintenant, ça fait 10 ans. Et je me dis, mais c'est fou. Et en fait, je pense qu'il y avait clairement, ça aurait pu aller clairement dans 2 directions. Dans une direction où il y avait tout qui partait, disons, en bordel, et puis que je perdais le fil rouge de ma vie. Et puis l'autre où ça m'a responsabilisé et je me suis rendu compte que le frigo, il se remplissait pas tout seul, que voilà, il y avait des coups qu'il fallait nettoyer aussi les toilettes ou les choses qu'on fait pas forcément volontiers. Et ça, pour moi, ça a été une école de vie incroyable. Et je pense que l'année de l'obtention de ma matu, j'ai 20 ans, mais je suis quelqu'un de très mature, sûrement plus mature que la moyenne à cet âge-là. Il y a des moments où tu t'es dit, où finalement, tous ces aspects, ces à côté du ski et du sport de haut niveau, tu parlais de voir ses potes qui sortent, etc. À un moment, tu t'es dit, tu as douté sur où tu voulais aller et il y a eu ce truc où tu avais un peu les 2 chemins. Et qu'est-ce qui t'a fait continuer sur le bon, entre guillemets, d'un point de vue sportif et de la carrière du ski? Honnêtement, j'ai pas trop... j'ai jamais trop eu à faire un choix. Parce que moi, j'aimais bien le ski. Et le ski, ça m'a
ça me permettait à chaque fois d'avoir des raccourcis, notamment d'avoir un programme allégé à l'école. J'étais pas fan de l'école et du coup, si je pouvais passer plus de temps sur les pistes et puis moins de temps sur les bancs d'école, eh ben, ça m'allait. Donc, à partir de là, le ski, ça m'a ouvert tellement de portes que j'ai plutôt vu ces opportunités-là, bien avant de voir de la performance et puis de s'imaginer être un jour pro et puis pouvoir vivre de ça. En fait, ça, on s'en rend compte très très tard. Je veux dire, oui, tout le monde rêve de faire de la Coupe du Monde, mais on se rend pas compte du chemin à parcourir. Et puis c'est tant mieux. Du coup, moi, j'ai continué comme ça parce que j'avais du plaisir. Et puis finalement, c'est une histoire qui finit bien. Et si j'avais dû arrêter le ski à l'âge de 20 ans, ça aurait été aussi une belle histoire. J'aurais aussi appris beaucoup de choses. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une chance d'avoir pu avoir le sport à ce niveau-là pendant mon adolescence. Je me rappelle d'une phrase durant une course, je ne sais plus laquelle, de M. Morizot au commentaire à la RTS qui disait « La vie de skieur est tellement dure que s'il n'y a pas le plaisir, aucun peut tenir. Aucun skieur ou skieuse peut tenir. » Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, mais je pense que c'est une généralité sur tous les sports d'élite, en fait. Le sport professionnel, ça demande quand même des sacrifices, ça demande de faire des choix et ça demande une discipline dans l'hygiène de vie et puis dans les plaisirs de la vie qui sont finalement très restreints et aussi une grosse pression qu'en fait, évidemment qu'il faut du plaisir. Je veux dire, je pense qu'il n'y a personne, il n'y a aucun sportif d'élite qui performe avec d'autres motivations que le plaisir. Même l'argent, ça suffit pas à un certain niveau, quoi. Top, on aura l'occasion après de revenir un petit peu plus en détail sur tout ce que ça implique d'être skieur et athlète de haut niveau. Pour rester un petit peu dans la partie cursus de formation, à quel moment, au fur et à mesure de ta progression, tu te rends compte que ça se rapproche, le ski professionnel se rapproche, et comment se fait l'évolution dans les différents cadres C, B, A et nationaux ? En fait, là, je pense que j'étais très naïf. Et encore une fois, quand j'étais à Brigue, au NLZ, je pensais que si je me sélectionnais au cadre C, j'allais finir en Coupe du Monde. Parce que j'avais eu un ou deux exemples, par exemple Justin Merisier ou Daniel Yule, que je voyais en Coupe du Monde. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait avant ? Ils ont fait le 4C. Mais je voyais le cheminement dans le sens là, et je connaissais pas tous ceux qui avaient été au 4C puis qui avaient échoué à aller en Coupe du Monde. Donc en fait, quand j'étais au NLZ, j'étais là, ok, si tu passes le code du cadre C, c'est bon. Et puis après, un beau jour arrive où je passe ce code-là. Je m'en rappelle très bien. J'appelle mes parents et tout pour leur dire. C'était une nouvelle extraordinaire parce que je me suis sélectionné finalement assez jeune sur une surprise. Et puis après, finalement, on se rend compte que on est 12 athlètes, plus ou moins de la même génération en Suisse. Et puis parmi ces 12-là, il y en a peut-être 3 qui vont finir en Coupe du Monde. Et donc, il n'y a vraiment pas de la place pour tout le monde. Alors ensuite, il y a la même chose avec la Coupe d'Europe. Après, je me disais, celui qui joue les podiums en Coupe d'Europe, il va bien finir en Coupe du Monde. Et après, je me retrouve sur ces fameux podiums. Puis je me rends compte que le pas, il est encore grand jusqu'à la Coupe du Monde. Et puis après, il y a le moment où je me dis, si je décroche une place fixe en Coupe du Monde, normalement, c'est bon. Et puis finalement, on fait cette place fixe, puis après, il y a rien d'acquis encore. Je veux dire, il y a tout qui est à refaire parce qu'il faut prouver notre niveau dans le monde des grands, dans le monde de la Coupe du Monde, qui est vraiment d'autres... les pistes de Coupe du Monde sont pas ce qu'on a connu avant. Donc voilà, et puis après, c'est vraiment d'autres contraintes. Et c'est pas dit qu'on performe forcément sur ces pistes de Coupe du Monde. Et puis après, finalement, de rester en Coupe du Monde. Et ça c'est exactement la période où je me trouve maintenant. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on va forcément le refaire et puis que ça nous garantit une carrière de 10 ans. Parce que tous les autres athlètes, ils progressent au fil des saisons. Et puis du coup, il faut sans cesse progresser pour pouvoir se maintenir à un niveau Coupe du Monde. Tu parles un petit peu de la Coupe d'Europe. J'avais vu dans une interview que tu disais que parfois, en Coupe du Monde, tu es presque dans de meilleures conditions, ou en tout cas, tu retrouvais certaines conditions qui te convenaient mieux et qui faisaient que parfois tu performais mieux en Coupe du Monde que Coupe d'Europe. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu voulais dire ? Ouais, c'est juste. Alors, la Coupe d'Europe,
disons que ça ressemble beaucoup les deux circuits sur certains points, puis sur d'autres, c'est complètement différent. La Coupe d'Europe, c'est un petit peu l'antichambre de la Coupe du Monde. Donc, c'est la deuxième division mondiale. Il y a des pistes moins exigeantes qui sont un peu plus courtes, dans des conditions de neige qui sont un petit peu plus molles. En gros, c'est à peu près ça. Mais par contre, la densité d'athlètes, elle est énorme. Et il y a tous les pays, tous les athlètes qui se battent pour décrocher leur place en Coupe du Monde. Et du coup, au niveau de ça, c'est pas facile parce que les conditions d'entraînement, le cadre, il est quand même moins professionnel qu'en Coupe du Monde, donc il est moins optimisé pour performer. Mais par contre, il faut passer par là pour aller en Coupe du Monde. Et après, on arrive en Coupe du Monde avec les pistes les plus difficiles du monde, donc souvent sur de la glace, souvent avec des pistes très raides, et puis sur plus d'1 minute 30 jusqu'à 2 minutes 30 à Wengen. Donc là c'est vraiment le vrai sport finalement. Et moi, par chance, ça me convient bien parce que je me suis tout le temps mieux débrouillé sur des conditions difficiles, avec de la pente où il fallait faire preuve de courage pour performer. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que des fois, en Coupe d'Europe, j'avais l'impression un petit peu de taper dans un mur parce que j'ai l'impression de m'embêter un petit peu sur des pistes trop faciles. Et puis après, voilà, finalement, j'ai réussi à faire le pas. Et puis, à la Coupe du Monde, je trouve que ça se prête vraiment bien à mes qualités. Tu parles de qualité aussi que tu as pour la vitesse, justement. Pourquoi la vitesse? Est-ce que tu as parlé en tout début du plaisir et de l'attrait pour la vitesse en tant que sensation que ça procure? Est-ce que tu avais aussi des aptitudes physiques qui, très jeunes ou plus jeunes, t'ont fait t'orienter ou ont fait que les coachs t'orientaient vers la vitesse? Comment ça s'est passé pour le choix de la discipline, entre guillemets? Alors, par rapport au physique en tant que tel, sans plus, je veux dire, je suis pas petit, d'accord, mais j'étais pas forcément toujours le plus costaud. Et puis après, par contre, il y a toujours le fait de pas trop avoir peur, d'aimer faire des choses un petit peu folles, de peu importe les sports. Hein, on pourrait parler de ça en vélo, en VTT et tout. Et puis, j'ai toujours bien aimé, quand il y avait en skiant en libre, d'aller droit en bas et puis d'aller le plus vite possible en bas. Et ça, avec d'autres copains, et on se poussait et tout, on était plutôt dans ce délire-là. Et puis après, quand j'ai eu le droit de faire de la descente, c'est à 16 ans. Il n'y a pas de descente avant 16 ans. Et puis là, à ce moment-là, les coachs, ils m'ont beaucoup freiné. On dit attention, ça c'est les disciplines de vitesse, ça va venir plus tard. Il faut que tu gagnes en maturité, puis que tu construises une base technique. Et puis la base technique, elle se construit en slalom et en géant. Et puis ça, c'était pas forcément facile à accepter, mais en même temps, c'était la seule solution parce que quand t'es jeune, il y a peu de courses de vitesse et puis les sélections, elles se font pas vraiment sur la vitesse parce que justement, on sait ça. En fait, le top 30 en Coupe du Monde de descente, tout le monde s'est classé un jour dans les 250 mondiaux en slalom. Donc ça a été des excellents slalomeurs avant ou géantistes avant de bifurquer vers la vitesse. Et puis c'est complètement ce qui m'est arrivé. Entre 16 ans et 18 ans, j'ai fait du slalom et du géant à fond. Et puis je me suis sélectionné à Swiss Ski grâce au slalom. Et encore au cadre C, je faisais du slalom et du géant beaucoup. J'ai commencé à faire un petit peu de vitesse. Et puis à 21 ans, là ça commençait à devenir trop de tout faire parce que je faisais le slalom, le géant, le super G, la descente et puis il y avait encore le combiné. Donc en fait d'avoir 5 disciplines contre des concurrents qui des fois étaient déjà concentrés sur une ou deux disciplines, ça devenait trop parce que je pouvais pas avoir le même jour d'entraînement dans chaque discipline que les autres. Mais par exemple au mondiaux junior, moi j'ai été 2 fois, donc à 20 ans et à 21 ans, et j'ai pris le départ dans les 5 disciplines. Et puis je finissais dans le top 20 dans les 5 disciplines. Et du coup, après, à partir de là, il a fallu faire un choix parce que c'était plus possible de faire les deux. Et puis, dans les disciplines de vitesse, j'avais des résultats équivalents aux disciplines de technique avec beaucoup moins d'entraînement. Donc, il y avait un potentiel. Et moi, c'est aussi ce qui me faisait plaisir. Et c'est pour ça que je me suis gentiment orienté vers la vitesse. J'ai obtenu des places en Coupe d'Europe, des bons résultats en Coupe d'Europe. Et puis après, c'était parti, quoi. Juste avant justement de parler de tes débuts en Coupe du Monde, j'avais une question plus vraiment sur le ski. Tu parlais de technique. J'ai souvent aussi lu ou entendu parler de l'intelligence de course en ski.
moi, ou l'intelligence de jeu, par exemple dans le foot, où c'est un sport que je connais plus un peu de l'intérieur, c'est distiller le ballon au bon moment, dans le bon rythme, la bonne passe, etc., la bonne vision du jeu. En ski, qu'est-ce que c'est l'intelligence de course? C'est toute la tactique. Donc nous, avant la course, on a une reconnaissance, on va sur la piste et on peut déraper, on a 1 heure pour reconnaître la piste en fait. Donc la piste, elle dure 2 minutes et demie ou 2 minutes à 100%, elle fait 3 km et puis nous, on a 1 heure pour la reconnaître. Donc ça veut dire reconnaître les lignes, les trajectoires qu'on va prendre, reconnaître où sont disposées les portes, reconnaître où sont les sauts, quelle grandeur sont les sauts, et puis ça c'est très important, ça se passe avant chaque course, et encore plus en Super G qui est ma discipline de prédilection, où là on n'a pas du tout d'essai sur la piste, on a la reconnaissance et puis ensuite la course. Et je pense que il y a le Super G, c'est ce qui met le plus en valeur l'instinct. Et moi je suis justement un skieur d'instinct. Moi j'ai des capacités qui font que j'arrive à me projeter à la reconnaissance en me disant ok, je vais arriver sur cette bosse à 120 km/h, ça veut dire que je vais sauter 25 mètres, alors il va falloir anticiper de venir 2 mètres plus haut que ce que je pense, et puis après le plan en général, enfin on espère qu'il se déroule comme on le pense, et puis c'est pour ça que je parle d'intelligence ou de tactique de course. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être entraîné, et c'est pas forcément, c'est instinctif, mais tu as besoin d'une solide expérience quand même pour le tirer à ton avantage en course. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est clair, mais le potentiel de progression, il est bien moindre que à force des jambes, par exemple. Donc là, il y a l'instinct qui fait quelque chose, il y a l'expérience qui joue un rôle. C'est pour ça qu'on voit des athlètes qui sont peut-être plus trop dans la force de l'âge au niveau des capacités physiques, mais qui arrivent encore à rivaliser. Quand il y a le Johan Claret qui fait un podium aux Jeux Olympiques à plus de 40 ans, c'est un exemple typique qu'il a compensé peut-être les quelques pourcents qu'il a perdu au niveau de la condition physique avec l'expérience. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui jouent un rôle, mais par contre, il y a peu de potentiel de progression. Je pense qu'on a ou on n'a pas finalement. Intéressant. Du coup, tu as fait ta première saison en Coupe du Monde en 23-24, c'est juste. Tu avais 26 ans, c'est juste aussi? Ouais, 25 ans au début de la saison. Ouais. Et tu es considéré comme un très jeune skieur dans ces catégories, dans ces disciplines-là, c'est juste? Pour les débuts en Coupe du Monde, ça va. C'est pas extrêmement jeune, 25 ans. Par contre, pour un premier podium en Coupe du Monde à 25 ans dans les disciplines de vitesse, c'est jeune, ouais. Du coup, comment se passe cette première saison en Coupe du Monde? Il y a plein de beaux souvenirs. Comment se passe aussi peut-être le moment où tu apprends que tu vas être sélectionné? Comment ça se passe aussi? Est-ce que c'est selon tes résultats en Coupe d'Europe? Certainement, mais comment ça se passe tout ça? En fait, il faut rembobiner un tout petit peu. On va reprendre à la saison d'avant, qui est la saison du coup 22-23, et là, 23-24, où là, en fait, jusqu'au mois de janvier, ça se passe pas très bien. Et puis à partir du mois de fin janvier, j'enchaîne les podiums en Coupe d'Europe en Super G. Et ça me permet de remporter le classement du Super G en Coupe d'Europe, et puis de terminer 3e du classement général de la Coupe d'Europe. Ça me permet d'obtenir mon ticket garanti pour la Coupe du Monde l'année d'après. Indépendamment de toute sélection de Swiss Ski et autres. Exactement. Okay. C'est une place nominative. Donc, ça veut dire que si je suis pas au départ, ils peuvent pas la donner à quelqu'un d'autre. Okay. Et puis, si je suis au départ, je la prends, mais je prends pas une place à la nation. C'est une place nominative qui est obtenue. Donc, ça me met en mars 23, ça me met dans des prédispositions qui sont très positives parce que je peux faire toute ma préparation estivale en sachant que je vais être au départ des premières Coupes du Monde. Et ça, c'est une garantie qu'il y a très peu de skieurs qui ont, quoi. Et puis après, la préparation estivale se déroule comme elle se déroule. Il y a pas mal de choses qui changent dans mon entourage parce que on commence à parler de Coupe du Monde et tout. J'ai un serviceman de la marque. Il y a beaucoup plus de matériel à tester. Comme je l'ai dit, les pistes sont pas les mêmes. Du coup, on n'a pas forcément exactement le même matériel. Pour le grand public, ça peut paraître rien du tout, mais de passer de ski de 2,18 en descente
à 2,23, beaucoup plus dur, bah, c'est quand même différent. Donc, il faut que je m'adapte à ça. Ça peut être peut-être équivalent à passer de la Formule 2 à la Formule 1, si ça parle plus aux gens. Donc voilà. Et puis, j'arrive aux premières courses à Beaver Creek en étant prêt. Malheureusement, ces premières courses sont annulées. Puis ensuite, il y a ma vraie première course en Coupe du Monde. Elle se déroule à Val Gardena en Italie avec un Super G. Là. Et puis là, je finis 19e. Donc en fait, première course de Coupe du Monde, premier top 20. C'était extraordinaire. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était une course très serrée. J'étais à une demi-seconde du vainqueur. Je me suis dit, mais je suis à une demi-seconde des mecs que je regarde à la télé et que j'admire. Et une demi-seconde, c'est rien du tout. Donc là, un petit peu lancé sous le feu des projecteurs. Après, le résultat d'ensemble de la Suisse était très bon. Donc, c'est un petit peu noyé dans la masse aussi, sûrement heureusement, parce que j'étais pas considéré comme forcément un héros. C'était juste une bonne nouvelle et tout. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça sera la meilleure course de la saison, c'est sûr, quoi. Puis après, on avance un petit peu dans la saison. On arrive à Wengen. Première fois où je peux courir devant le public suisse. Et puis, ça change quelque chose d'avoir 50 000 personnes au bord de la piste. C'est quand même différent pour nous. Et moi, je me nourris beaucoup de l'énergie du public, donc c'était important. J'avais mon fans club qui faisait sa première sortie. Il y avait 150 personnes qui venaient du Valais pour venir me voir. Donc c'était une course un petit peu spéciale. Et puis là, j'arrive 14e. Et du coup, mon premier top 15 sur une piste mythique de Wengen, sur le plus long Super G de la saison et tout. C'était une belle confirmation et c'était extraordinaire. Là, je me suis dit, bon, là, c'est bon. Ça sera la plus belle course de la saison. C'est déjà acté, quoi. Une semaine plus tard, justement, il y a Kitzbühel qui arrive. Et puis là, pour nous, Kitzbühel, c'est vraiment... voilà, c'est la Mecque, c'est la piste la plus spectaculaire. C'est là où on est un petit peu le plus mis en avant. Et puis, je pense que pour moi, c'est la définition de la descente, vraiment à proprement dit, Kitzbühel. Et puis, et là, à Kitzbühel, il n'y a pas de Super G. Donc, je dois passer par la case qualification parce que moi, j'ai ma place garantie qu'en Super G, pas en descente. Je réussis la qualif à Kitzbühel et du coup, ça veut dire que je vais être au départ de la descente de Kitzbühel. Ce qui est déjà un petit rêve qui est réalisé. Je vais pouvoir la faire, quoi. Donc là, je suis au départ. Il faisait pas très beau ce jour-là. Donc ça rend un peu le tout plus compliqué avec une visibilité moins bonne et tout. Je m'élance. J'ai l'impression de faire un bon haut. Bonne première 30 secondes de course. J'arrive sur le chemin où là, on a une période un petit peu de répit. Et là, il y a un drapeau jaune. Et en fait, le drapeau jaune, c'est quand il y a un problème sur la piste. C'est une question de sécurité. Il faut savoir qu'en Coupe du Monde, la piste, elle dure 2 minutes. Mais les coureurs, ils s'élancent chaque minute. Donc, il y a 2 coureurs en même temps sur la piste. Et ça voulait dire que potentiellement, le coureur parti avant moi avait eu un problème. Ou il y avait un problème sur la piste en bas. Il fallait me stopper pour des raisons de sécurité. Bon, là, je me dis, OK, je suis stoppé au milieu de ma course. C'est jamais idéal parce qu'on a le droit de repartir, mais par contre, tout l'influx nerveux est un petit peu entamé. Le matériel aussi, on a fait 30 secondes de course. C'est pas forcément fait pour être skié 2 fois la même journée. Donc voilà, je remonte. Donc il y a peut-être 400 mètres de dénivelé. Je remonte en hélicoptère et tout. C'était le gros show. Et puis là, moi, j'avais pas des très bons dossards en descente. Et du coup, j'étais déjà dans les derniers. La course avait repris en attendant. Et puis finalement, il y a une règle comme quoi celui qui a été stoppé par un drapeau jaune, il n'a pas le droit de partir dernier. Donc il y avait juste le dernier qui attendait en haut, que je puisse partir avant lui en avant-dernier. Et puis là, il y avait pendant 25 minutes, toutes les caméras qui étaient encore en direct parce que c'est Kitzbühel. Dans les autres courses, normalement, ils coupent après le 30e. Et puis qui attendaient en fait mon rerun, mon deuxième départ. Donc c'était assez fou parce que j'étais vraiment le centre de l'attention et tout le monde me demande, ok, quand est-ce que t'es prêt, est-ce que tu veux boire un truc, qu'est-ce que tu veux faire et tout. Et puis parce que c'est assez rare comme événement quand même de manière générale. Quand même, ouais. Ça arrive, mais c'est assez rare. Okay. Déjà, ça arrive jamais dans les premiers dossards parce que dans les premiers dossards, ça part justement chaque 2 minutes pour qu'il y ait ça. Mais à partir du top 30, ça arrive derrière, mais sauf que souvent la télévision elle a coupé à ce moment-là. Et puis du coup, c'est assez rare de voir ça à la télé. Bon, et tout, je me réchauffe, et puis moi, je repars, et puis je demande juste à mon physio qui était au départ et mon entraîneur du départ si c'était une bonne course.
Et puis ils me disent oui. En fait, je vois dans leurs yeux que c'était bien, mais je sais pas exactement le temps. Et puis c'est mieux de pas savoir dans ce moment-là. Mais ils m'ont dit refais la même chose, ça va aller très très bien. Ça t'a aidé, ça, tu penses? Ouais, bah de savoir que le plan que j'avais, je l'avais réalisé d'une bonne manière. Oui, ça m'a clairement mis en confiance. Mais moi, je savais qu'il y avait quand même un point d'amélioration. Il y avait un virage, j'avais un petit peu ripé. Je me suis dit ça, je peux faire encore un peu mieux. J'ai parlé de tous les désavantages qu'il y a de repartir, mais il y a un avantage, c'est que je connaissais la piste dans le sens où je connaissais la neige du jour J. Parce que il faut savoir que nous, on sent quand même des différences de jour en jour de la neige. Et puis, si la nuit, elle est couverte ou bien s'il a fait un peu plus froid, il y a tout qui évolue. Et c'est dur de se rendre compte à la reconnaissance qui se déroule 3 heures avant jusqu'au moment où on skie dessus à 120 km/h. Et du coup, moi, je savais comment elle était la neige. Donc, je savais à quel point je pouvais mettre mes appuis, quoi. Et puis là, je m'élance. Deuxième fois, je pars. Même chose, je réalise mon plan comme prévu, peut-être un poil mieux. J'arrive sur ce plat et là, il neigeait à gros flocons et j'avais l'impression de coller. En fait, quand je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, quand la neige est très mouillée, l'impression que ça colle un peu sur les skis. Donc, je me dis, bon, Arnaud, prends pas trop de risques. Les conditions, elles sont pas avec toi. Mais peut-être qu'avec tout ce qui s'est passé, les entraîneurs vont te redonner une nouvelle chance demain parce qu'il y avait 2 descentes. Du coup, je skie la partie du milieu un petit peu plus tranquille, entre guillemets. Et puis après j'arrive dans la partie finale. Et la partie finale est tellement exigeante avec la traverse et tout que c'est pas possible de skier à 95%. Donc là, j'ai vraiment dû remettre de l'activité. Et puis j'ai reskié à fond et tout. Et puis là, je passe la ligne et on passe la ligne vers environ à 140 km/h à Kitzbühel. C'est un des passages de ligne les plus élevés de la Coupe du Monde. Et du coup, je pense qu'il y a 300-400 mètres d'air d'arrivée pour nous laisser le temps de freiner. Donc en fait, c'est énorme. Quand je me relève, ça paraît encore vraiment loin. Puis je vois l'écran d'affichage tout au bout. Et je me rends compte qu'il n'y a qu'un chiffre à côté, à l'endroit où il y avait ma place, quoi. Et moi, j'avais tout le temps expérimenté 14, 22 et tout. Et puis je me dis, mais c'est bizarre. Et ça prend un petit temps de réaliser, peut-être, je sais pas, une fraction de seconde, le temps que j'arrive à voir comme il faut. Et là, je vois que c'est 9e. Et là, pendant 30 secondes, j'étais plus moi-même, quoi. C'était la folie. Il y avait beaucoup de gens dans le public qui avaient quitté. Il y avait plus parce que habituellement il y a 70 000 personnes dans l'aire d'arrivée de Kitzbühel. Là, il y en avait plus autant, mais je pense qu'ils étaient encore bien 15-20 000. Et puis comme tout le monde m'avait attendu et tout, il y avait toute cette tension finalement. Et en fait, avec une bonne course, avec l'histoire du drapeau jaune et tout, et c'était exceptionnel, quoi. Et là, je vois, il y a Cyprien Sarrazin qui gagne sa première Kitzbühel là, qui me dit bravo et tout. Et puis, je pense qu'une minute après, j'étais en direct sur la RTS à donner une interview. Et là, je savais pas quoi dire. C'est vraiment que les émotions qu'on parlait. J'étais encore tout essoufflé et tout. Donc ça, c'était la folie. Et puis au niveau émotionnel, j'étais là, bon, là, ça y est. C'est peut-être la plus belle course de ta carrière. Donc savoure bien et tout. Bref, la saison, elle suit son cours et je commence en Super G vraiment à gagner de la constance où j'enchaîne plusieurs top 10. J'ai un top 10 à Garmisch, j'ai un top 10 en Norvège. Et du coup, j'étais vraiment dans une bonne dynamique. C'était une année sans championnat du monde ni Jeux Olympiques. Du coup, il y avait quelque chose comme 1 mois sans course au mois de février, là. Et là, nous, on prend le temps de s'entraîner et tout. J'ai aussi pas mal le temps, en fait, pour toutes les sollicitations qui sont liées aux sponsors, aux médias et tout. Des fois, ça peut faire un peu un trop-plein, mais là, à ce moment-là, ça allait parce qu'il n'y avait pas de course. Donc, enfin, il y avait des courses de technique et tout. Donc, c'était bien. Et puis là, j'ai été faire juste une Coupe d'Europe pour rester dans le rythme. En fait, finalement, j'avais pas pris de départ de Coupe d'Europe la saison-là. Comme ça s'était bien déroulé en Coupe du Monde, on était resté sur la Coupe du Monde. Mais il y avait une Coupe d'Europe à Verbier, c'était mon ski club qui organisait. C'était à côté de la maison. Et puis je dis, je vais la faire pour rester un peu dans le rythme des courses, pour pas qu'il y ait 4 semaines sans course.
C'était une très bonne idée d'ailleurs parce que j'ai été en disant je veux performer, même si j'avais rien à gagner en vrai. Parce que j'étais dans le top 15 mondial en Coupe du Monde, donc voilà, il n'y avait rien à gagner, mais c'était très bien. Et puis ça permettait aussi, par exemple, à mes grands-parents d'être sur place. C'est toujours des moments sympas, quoi. Et puis, il vient ces finales de Salbar, donc ça, c'était déjà pour moi, d'être qualifié au final. Les finales, c'est les 25 meilleurs qui y vont. C'était au début de la saison impossible, et puis finalement ça s'est concrétisé. Donc j'étais là j'ai vraiment rien à perdre. C'est une course où il n'y a que les 25 meilleurs du monde. Il faut tout donner, et puis fais-toi plaisir, quoi. Et là on a une semaine horrible. Il pleuvait, mais on était à Salbar, c'est bas en altitude, c'est à 1004. Il pleuvait tous les jours. On était là, mais je sais pas s'il va rester de la neige sur la piste pour ce week-end, quoi. Et puis après il vient le jour du Super G. Nuit un petit peu plus fraîche, on fait la reconnaissance le matin, puis en fait on se rend compte que peut-être que la course elle va pouvoir avoir lieu. Il y avait encore pas mal d'incertitudes, mais peut-être ça va pouvoir avoir lieu. Et là j'ai pas mal de chance parce que j'ai le dossard numéro 5. Alors il faut être dans les 20 premiers mondiaux pour avoir la chance de tirer le dossard numéro 5, mais j'ai eu la chance d'avoir le 5 et qui était un avantage le jour-là parce que la piste était un peu molle. Et puis c'est la première fois que je partais tout devant comme ça. Je fais ma course et tout. En passant la ligne d'arrivée, j'ai un soulagement que le fait que ma première saison en Coupe du Monde, elle est terminée, que je me suis pas blessé. Et puis, en fait, ma dernière course, elle est pas si mal, le sentiment. Je regarde le chrono, j'étais 2e, bon, j'étais parti 5e. C'est Loïc Meillard qui est premier. J'ai quelque chose comme 12 centièmes de retard, donc c'était pas trop loin. Ok, tout bien. Je savoure un petit peu avec le public, il y avait pas mal de monde, et puis c'était les courses de fin de saison, c'est toujours assez cool. Je savoure un petit peu ça. Je me dis moi je finis sur une bonne note, quoi, c'est cool. Puis là, je vais voir Loïc, je lui dis t'as eu une bonne manche. Lui, Loïc, il avait eu le dossard 4, donc juste avant. Il me dit ouais, j'ai fait une bonne manche. Et puis je suis arrivé avec 8 dixièmes d'avance quand même. Donc j'étais ok, il y a un trou derrière. Juste derrière le dossard numéro 6, c'est Stéphane Rogentin, un collègue d'entraînement avec qui je connaissais pas encore très bien à cette époque-là, mais durant toute l'hiver, on s'était entraîné ensemble et tout, et je savais ce qu'il valait dans ces conditions-là et tout. Et puis il est très bon quand c'est des neiges salées, quand c'est ces conditions un petit peu molles où il faut beaucoup jouer avec le sentiment. Et là, il prend la tête, mais avec pas grand-chose. Je sais plus 3 centièmes ou un truc comme ça, ou je sais plus 10 centièmes peut-être, pas énormément. Du coup, bravo et tout. Puis je me dis, si je suis à moins de 2 dixièmes que de Rogentin, c'est pas mal, quoi, aujourd'hui. Et puis là, je vais me changer derrière. Puis les gens me disent un peu bravo. Puis je me dis, c'est cool. Ça va sûrement faire à peu près comme ma meilleure performance qui était une 7e place. Je me dis, ça va faire 6-7e. Ça va être génial, 10, quoi. Parfait. Ouais, vraiment. Et puis je pensais déjà à la suite en disant, je vais pouvoir savourer et tout. Et puis là, les concurrents commencent à passer, et puis il n'y a personne qui passait devant. Et même, il y avait même des gros écarts, en fait. Et quand il y a un Cyprien Sarrazin qui arrive, je crois qu'il a 7 dixièmes de retard sur moi, ou comme ça, là, je me dis, mais ok, peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose. Sauf que c'était en plein pendant le groupe des favoris. Il y avait Chris Meyer qui jouait encore le globe du Super G qui partait 14e, et puis Odermatt qui était en tête du globe du Super G qui partait 15e. Donc il fallait quand même pas trop se réjouir trop vite. Je les regarde, je vois que Chris Meyer il a aucune chance, dans le sens où la piste elle avait quand même un peu évolué, et puis ils arrivaient plus à faire des temps compétitifs. Chris Meyer, je sais pas, il finit je pense 10e comme ça. Puis il restait plus qu'Odermatt. Et bon, Odermatt, extraterrestre comme il est, j'étais là, c'est bien lui qui va me sortir du podium, quoi. S'il y en a un, ce sera lui. Et puis il s'élance, pas un très bon haut, une partie médiane très bonne. Et puis après, il arrive au dernier temps intermédiaire avec, je me rappelle plus, mais quelque chose comme 3-4 dixièmes de retard sur moi. Et il restait 15 secondes. Je me dis, ça va être difficile de les reprendre, quoi. Et puis il passe la ligne, il est derrière. Et là, moi, je m'écroule, quoi. J'étais là, mais c'est la folie. Une année exactement avant, j'avais fait une interview pour le 19-30 à la RTS, juste après ma place fixe. J'avais dit le podium serait pour moi un aboutissement, dans le sens où le podium serait la dernière chose que je vais réussir dans ma carrière, et puis ce sera très bien. Puis en fait, là, fin de ma première saison en Coupe du Monde, je décroche mon premier podium.
Donc c'était fou. Et puis après, tout ce qui s'en est suivi, le podium et tout, c'était la fête fin de saison, c'était un triplé suisse. Donc évidemment que ça a fait le tour des médias. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de triplé suisse. Là, il y en a eu ces 2 dernières saisons, mais depuis plus trop. Enfin, avant pas trop. Et puis du coup, c'était génial. C'était un rêve et je suis trop content d'avoir profité à fond de toute la saison. Puis en fait, d'avoir vécu dans ce sens-là les résultats, parce que ça a été tout le temps crescendo, autant au niveau des résultats qu'au niveau des émotions, et puis qu'au niveau des attentes du public et des médias, quoi. Trop bien. J'ai 2 questions qui me sont venues pendant que tu parlais. La première, c'est par rapport aux courses mythiques comme Wengen ou Kitzbühel. Toi, qu'est-ce qui passe par ton corps, par ta tête, quand tu es sur le portier de départ d'une course comme ça, et ensuite quand tu descends, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, les 2 minutes avant le portillon, là, on est tellement focus que c'est difficile de dire. En fait, on est tellement concentré sur notre plan, sur ce qu'on a à faire. C'est pas beaucoup différent que les autres courses. Okay. Par contre, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. Quand on fait la reconnaissance, enfin, quand on sort de l'hôtel le matin et qu'il y a une aide d'honneur, quand on fait la reconnaissance et qu'on revient et qu'il y a tellement de gens qui sont là pour nous supporter. Et nous, évidemment, quand on est dans une équipe de Suisse qui fait des résultats extraordinaires, et puis du coup quand on marche, on est souvent ensemble, donc et il y a Odermatt et tout, et c'est clair que ça génère des mouvements de foule, des trucs un peu qui sont difficiles vraiment à s'en rendre compte, jusqu'à quand qu'on les vive vraiment. Et puis après, moi je pense toujours au plaisir à la fin, parce que c'est quand j'ai du plaisir que je performe le mieux. Okay. Et à Kitzbühel, je me dis, voilà, t'as décroché ta place, parce que là, c'était vraiment, la veille, il y avait eu la qualif, j'avais décroché ma place pour pouvoir partir, donc j'étais là, t'as volé ta place à personne, profite, c'est peut-être la seule fois que tu seras à Kitzbühel, t'as sacrifié beaucoup, en tout cas, t'as passé à côté d'autres choses pour avoir cette chance-là, maintenant, prends-la, quoi. Et au niveau de l'état de flow, à mon avis, ça t'arrive d'y être régulièrement. Comment tu le définis, toi? Comment tu le vis, cet état de flow? L'état de flow, pour moi, c'est quand il y a tout qui fonctionne. En fait, et ça, c'est très difficile à l'avoir et à le maintenir. Mais moi, la première saison en Coupe du Monde, je l'ai eu sur beaucoup de courses quand même. Parce que ce qui se passe, c'est que, par exemple, en Norvège, à Kitzbühel, je fais une faute au milieu du parcours et je finis 7e ou 8e. Et ça, c'est ahurissant de se dire j'ai pu faire une faute. En plus, c'est à cause de la météo, ils avaient raccourci, donc ça faisait que 1 minute 05 ou quelque chose comme ça. Et normalement, quand on fait une faute, c'est fini dans notre sport. Je veux dire, nous, on a 1 minute et demie pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis, il y a 50 coureurs qui font la même chose. Donc, une faute, c'est loin du bal, quoi. À part un Odermatt qui peut se reprendre comme ça. Moi, je fais une faute. Et finalement, je passe la ligne. Je me dis, bon, cette fois-ci, c'est pas terrible. Et puis, en fait, j'étais surpris en bien. Ça, c'est l'état de flow. L'état de flow, c'est comme à Svalbard où je vois un peu toute ma course, quand je suis en train d'exécuter ma course, je suis un peu au ralenti dans un rêve, j'ai l'impression de voler. Donc ça passe presque plus long. Ouais. Ça s'étire un peu, mais dans le bon sens du terme. Exact. Okay. Alors l'espace-temps, il est clairement étiré. À Svalbard, il y avait une partie un petit peu plus raide, tournante, avec 4-5 virages à faire. Et puis à la reconnaissance, je m'étais dit, mais si j'arrive à passer ces virages en position, ou en tout cas si j'arrive à remettre la position entre les virages, ça peut être pas mal. Et puis en fait, je skiais là, et puis tout d'un coup, j'ai réalisé que j'avais pas lâché la position sur les 4 virages, mais aussi pendant le virage. Et là, je me suis dit, Arnaud, soit tu vas arriver beaucoup trop vite au prochain obstacle, soit c'est pas mal, quoi. Alors qu'en plus, c'est une position qui physiquement est dure à tenir. Voilà, c'est dur à tenir, on se sent pas bien, on a un peu moins de force quand même, mais on est plus aérodynamique. Okay. Et puis, c'est tout ça, en fait, le jeu. Et puis, l'état de flow, c'est clairement ce qu'on recherche, c'est de surfer sur la vague et puis d'être chaque fois dans cet état d'excellence quand on prend le départ d'une course. Ouais. C'est trop intéressant. Ma deuxième question, ça concernait plutôt l'aspect paradoxal des équipes dans le ski, parce que finalement, c'est des partenaires d'entraînement, je sais pas, peut-être parfois des amis, mais contrairement à d'autres sports où, dans le foot, peut-être ton coéquipier défenseur, c'est ton concurrent direct, mais le reste de l'équipe, pas forcément là. Ouais.
tous ceux à qui tu partages l'entraînement dans les disciplines, dans les mêmes disciplines, c'est tes concurrents directs. Comment toi tu vis ce, pas paradoxe, mais cet aspect peut-être où il faut trouver un certain équilibre? Ouais, c'est une question très intéressante. Puis c'est un peu un paradoxe parce que nous on dit on fait un sport individuel qui se pratique en équipe. Il est là le paradoxe en fait. Bah, si je rembobine un petit peu, quand j'avais 12-13 ans, que j'étais à Ski Valley, mes coéquipiers c'était mes amis. Et puis le ski c'était mon hobby. Donc quand je partais pour le week-end, j'avais l'impression de partir en colonie de vacances. C'était vraiment comme ça. Mais après, petit à petit, le hobby se transforme en métier et du coup, les amis se transforment en collègues. C'est quelque chose que j'ai pas toujours bien vécu. Dans le sens où moi, j'aimais bien qu'on soit une équipe de copains à faire l'activité. Et au fur et à mesure, c'est clair que la pyramide, elle devient de plus en plus petite et qu'il y en a qui ont plus les résultats ou qui ont des blessures, qui doivent arrêter. Puis finalement, on se retrouve avec des Suisses allemands, avec des gens d'ailleurs et tout, et qu'on doit apprendre à connaître et tout. Donc ça, c'est un petit peu pour l'aspect général. Et puis après, pour le concret de ce qui se passe actuellement dans l'équipe de Suisse de vitesse où je suis en Coupe du Monde, moi, je trouve qu'on est une bonne équipe de copains quand même. Parce que, et on se tire vraiment vers le haut. Et ça se ressent quand même. Ça se ressent quand même. Je pense que ça se ressent médiatiquement. Ouais. On sent qu'il y a une euphorie ou quelque chose de positif, en tout cas de l'extérieur comme ça. Exact. Et moi, j'ai toujours bien vécu parce que moi, honnêtement, je me réjouis beaucoup pour un coéquipier qui gagne ou qui fait une bonne course. Et le niveau de réjouissance que j'ai quand un de l'équipe gagne la course par rapport au niveau que j'ai quand je gagne moi, il n'est pas si différent. Je sais qu'il y en a qui c'est beaucoup plus... ils sont là, non, c'est quand même un sport individuel, un petit peu le côté égoïste et tout. Mais voilà. Et puis après, nous, je pense où on est très fort, c'est qu'on est jeune, il n'y a pas d'arrogance, il y a tellement de concurrence et il y a tellement de... par exemple, un mec comme Odermatt, qui est... pour nous, c'est un dieu, je veux dire, avec les résultats qu'il fait, il pourrait avoir sa structure privée puis faire son truc, mais en fait, il fait tout comme nous. Et en fait, ça apporte beaucoup d'humilité dans tout le groupe. Parce que si Odermatt, à son niveau-là, il se prend pas la tête, forcément que celui qui fait un top 15, ça va pas lui faire prendre la tête, quoi. Et puis, parce que ça va pas aller. Et du coup, moi, je trouve que c'est vraiment très bien. Et... on me pose aussi beaucoup la question, qu'est-ce que tu en penses d'Odermatt? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il fait de l'ombre à vous tous? Et puis que s'il n'avait pas été là, tu aurais potentiellement plus de poids médiatique, tu aurais plus de sponsors et tout. Et moi, je suis tellement pas d'accord avec ça, parce que moi, je trouve que, en fait, c'est pas que Odermatt, il prend une plus grande part du gâteau, c'est que Odermatt, il a rendu le gâteau beaucoup plus gros. C'est intéressant de voir comme ça. En fait, le fait que Odermatt soit là, ça a fait... grandir le nombre d'inscriptions dans les ski clubs, ça a fait grandir le nombre de publics sur les courses, le nombre de téléspectateurs, le nombre de sponsors qui se sont intéressés au sport, et du coup je trouve qu'on bénéficie énormément de l'inertie qu'Odermatt a, et ça c'est important. Et pour moi, un exemple typique, j'ai pas trop envie de citer de nom publiquement, mais je pense que le fait que Odermatt soit là, c'est la raison pourquoi on arrive à avoir des triplés en Suisse actuellement. S'il y avait pas eu un Marco, franchement, je ne vois pas une autre locomotive qui aurait pu tirer vraiment tout le monde vers le haut pour faire des triplés, quoi. Et je pense qu'il y a des athlètes qui n'auraient jamais fait de podium, des athlètes qui étaient là avant Odermatt, qui n'auraient jamais fait de podium sans Odermatt dans l'équipe. Et puis, et moi, j'aurais jamais fait de podium sans Odermatt. Ça je peux le dire, parce que c'est la même génération que moi, donc on a fait les mondiaux juniors ensemble. Et moi, avant, j'ai dit, je faisais, et j'ai fait mon meilleur classement, je crois que c'était une 5e place au mondiaux juniors. Je faisais des top 10 comme ça. Mais Odermatt, à côté, il avait 5 médailles d'or. Alors évidemment que ça me remettait à ma place. J'étais, c'est pas mal d'être 5e mondial de ma génération, mais en même temps, l'autre, il a 5 médailles d'or. Donc voilà. Et après, lui, il a été direct en Coupe du Monde et tout. Mais il a tout le temps donné des conseils et tout, et je pense que ça m'a permis aussi de grandir, et
de dire mais si lui il le fait, pourquoi je le ferais pas? Et si à l'entraînement tout d'un coup une fois je le bats, parce que ça se passe à l'entraînement des fois, je veux dire on skie pas tout le temps à fond, bien des fois on teste un peu du matériel, il y a des fois où tu bats Dermat, puis du coup ça peut faire un peu un déclic, tu dis bah pourquoi je peux pas le faire une semaine après à la course, et puis bah finalement il se passe les plus belles choses comme un podium. Ah, c'est intéressant, c'est une vision vraiment positive de la chose finalement, c'est cool. Si on enchaîne un petit peu avec la suite, une deuxième saison un peu plus compliquée, qui t'amène dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Ouais. On a discuté un petit peu en off de l'aspect mental, appréhension. C'est une partie vraiment intéressante sur laquelle j'aimerais venir. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment tu arrives dans cette situation-là et quelle est cette situation-là actuellement? Ouais. Bah, du coup, après, donc, la fin de ma première saison en Coupe du Monde, là, il y a pas mal de choses qui changent de nouveau parce qu'il y a beaucoup plus de sollicitations. Il y a les médias, il y a les sponsors, il y a le public. Moi, je change d'équipe. J'arrive vraiment dans le groupe numéro 1 de Swisski, où il y a les meilleurs athlètes du monde, où il y a le plus de moyens aussi. Donc, on a un programme d'entraînement qui est optimisé fois 1000. Je crois qu'on était 5 athlètes et puis 13 staff, donc ça fait plus que 2 staffs par athlète, c'était plus qu'un staff par athlète, c'était la folie. Et puis là, j'arrive au début de ma deuxième saison en Coupe du Monde. J'ai eu quelques petits soucis dans ma préparation, mais rien de trop grave. Les premiers entraînements officiels à Beaver Creek se passent bien. Donc j'étais dans ma forme, c'était cool. Et puis finalement la première descente de la saison, elle se passe bien jusqu'aux 3/4, puis après je chute dans la dernière partie, et là traumatisme crânien avec perte de connaissance, et puis à partir de là c'était beaucoup plus compliqué. D'abord il n'y a pas eu de saignement interne, ça c'était déjà très bien, il n'y a pas eu d'hématome, mais après ça prend du temps pour récupérer, et puis là ouais, on touche vraiment le cerveau reptilien, donc on touche à des choses comme de la peur, de survivre, et ça c'est quand même des ancrages qui sont très profonds, qu'on sous-estime un petit peu quand tout va bien, ça c'est clair. Et puis moi j'essaie de revenir, ça se passe pas très bien, il y a pas tout qui est il y a pas tout qui est horrible, et il y a quand même quelques points positifs, mais je suis clairement pas au niveau où je devrais être. Les autres, ils continuent leur progression, ils font une super saison, et puis ce qui est trop bien. Et puis après, voilà, là, je dois arrêter ma saison aux courses de Grand Montana, qui sont les courses à la maison pour moi, qui sont à 40 minutes de chez moi. Il y avait tout mon fans club et tout, ça c'était pas facile. Enfin, à cause d'une chute, c'est juste. Ouais, à cause d'une chute, et en fait à cause de l'ensemble. Okay. La chute, c'était juste la pointe de l'iceberg, mais s'il y a eu cette chute à l'entraînement, c'est qu'il y avait pas mal de choses qui jouaient pas encore très bien. Et ouais, ça c'était quand même... ça m'a brisé le cœur de devoir arrêter ma saison juste avant les courses à la maison, mais je crois que c'était le mieux pour mon intégrité physique et mentale, et aussi le mieux pour le moyen terme sur ma carrière. Et là, après, donc j'ai rangé les skis, et puis j'ai commencé des thérapies au niveau de la tête. Donc d'abord des thérapies cognitives, avec des thérapies plutôt pour le côté émotionnel, psychologique. Les deux vont travailler ensemble, en fait. Et puis ça, je suis vraiment... je suis vraiment content d'avoir fait ces investissements en temps et en argent, parce que j'aurais pas de regrets, quoi. Et j'estime que j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir revenir à mon niveau qui était le mien avant. Et après, on verra. Jusqu'au moment où je n'aurai pas un dossard, où je ne serai pas au départ d'une Coupe du Monde, c'est vraiment difficile de dire si ça a fonctionné ou pas. Donc, moi, je ne me prononce pas trop là-dessus. Je sais juste que j'ai tout fait ce qui était en ma capacité pour soigner tout ça. Et puis, j'espère que ça va bien se dérouler. Tu disais par rapport à tout ça, justement, dans une interview, c'est difficile à expliquer pourquoi je ne suis pas à mon niveau de l'année passée. C'est dû à beaucoup de choses de la tête qui ne sont pas vraiment mesurables. Qu'est-ce qui se passait, justement sous quelle forme ça se manifestait, ces conséquences des chutes? Il y a un côté où moi, naïvement, je me disais non, c'est comme l'année passée. Je suis dans le même état de flow et tout, ça va aller.
Et puis après, je me faisais rattraper par la réalité. Et en fait, c'était pas comme ça. Parce que, pour scientifiquement expliquer ce qui se passe, quand on fait un traumatisme crânien et qu'on perd connaissance, pour le cerveau reptilien, donc le cerveau qui a pour unique but de survivre, lui, il n'est pas passé loin de la mort. Du coup, il se dit non, ça, je ne veux plus jamais revivre. Et ce cerveau reptilien, bien qu'il se soit le moins développé de notre tête, en fait, il a cette capacité à nous freiner quand il y a un danger. C'est ce qui a fait qu'on a pu survivre au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité. Mais moi, dans mon sport, si le cerveau reptilien me freine, ça veut dire que j'aurai potentiellement une position défensive. Et puis, en fait, c'est ça qui va être dangereux. Parce que quand on est en position défensive, c'est justement là où on est plutôt... on est passager de nous-mêmes et on n'est pas actif à travailler les bosses, à travailler les sauts. Et ouais, c'est ce côté-là défensif, le côté émotionnel qui a peur, qui a plus envie de revivre ça, qui dramatise un petit peu le truc. Et c'est dur à mesurer parce que ça se voit pas, en fait. Si je me casse le bras, si je me casse le genou, on fait une radio, c'est clair. Tant de semaines pour revenir. Voilà. Il y a des protocoles qui sont en place et tout, tandis que dans la tête, on me pose la question, est-ce que ça va ? Je dis oui, j'ai l'impression que ça va. Est-ce que tu te sens prêt ? Oui, je me sens prêt. Et après, je pars faire ma course et en fait, ça se passe pas du tout comme prévu. Au niveau préparation mentale, toi, c'est quelque chose que tu avais déjà fait ou est-ce que tout ça a changé un petit peu la perception que tu avais de la préparation mentale, peut-être de son importance, de l'approche que tu avais vis-à-vis de ça ? Non, je veux dire, nous, l'aspect mental, il est très important et ça fait longtemps que j'ai compris ça. Je parle souvent que j'ai 4 piliers de la performance pour en fait performer en Coupe du Monde. Les 4 piliers, pour moi, c'est la condition physique, donc d'être fort physiquement, de pouvoir assumer les contraintes. C'est le ski, donc la technique de ski. Donc ça, c'est tout le travail technique qu'on fait en étant jeune et puis après pendant l'été, pendant les entraînements. Après, il y a le côté matériel aussi. On oublie peut-être un petit peu ça, mais pour le grand public, c'est peut-être difficile de comprendre, mais c'est presque de la Formule 1, dans le sens où on a plein de réglages différents pour un différent type de neige, pour différents types de pistes. Il y a des marques différentes, on a des outils différents et tout. Et tu disais avant justement que même des fois 2 minutes de course, ça peut influencer la qualité du matériel dans sa préparation. Ouais, exactement. Ça, c'est clair. Je veux dire, mais il y a plein de petits détails. Par exemple, 1 mm d'un côté de la chaussure, comme ça change mon grip sur la piste, c'est fou, quoi. Et puis ça, c'est vraiment des choses qu'on ressent et qui influent notre performance. Et puis après, le 4e pilier, c'est le mental. Et le mental, je pense que souvent, il est un petit peu oublié. Parce que la condition physique, on sait depuis des années, la technique de ski aussi, le matériel, ça on commence à comprendre quand même, mais le mental, c'est un petit peu nouveau. Alors, c'est pas si nouveau que ça, mais ça fait peut-être que 10-15 ans qu'on en parle vraiment concrètement. Et là, il y a plein de choses. Mais par exemple, la tactique, le fait de faire la reconnaissance et après de s'imaginer dans notre tête de faire la piste. On voit souvent ces skieurs qui font la reconnaissance comme ça dans la tête, ça fait partie de l'aspect mental. Après, il y a l'aspect mental de être performant le jour J, de ne pas craquer sous la pression et tout. Et ça, c'est quelque chose que moi, je faisais déjà avant, avec de la sophrologie, avec l'hypnose, avec de l'auto-hypnose, avec un coach mental. Ça j'avais. Mais là, c'est quand même un petit peu différent parce que là, justement, on est dans des ancrages très profonds qui posent problème. Et puis c'est des choses. Avant, j'étais très à l'aise avec mon environnement d'entraînement mental, et là, maintenant, je découvre vraiment des nouveaux domaines que je pensais même pas que ça existait, quoi. Intéressant. Tu as l'air d'avoir une curiosité, ou en tout cas, je sais pas, tu parles d'une façon où on a l'impression que tu as creusé les choses, tu as creusé les sujets. Ça m'amène un peu sur la suite. Tu as acquis d'autres compétences professionnellement. En étant banquier aujourd'hui, gestionnaire de fortune, plus exactement, c'est juste ? Ouais, c'est juste. Quelle importance ça a pour toi d'élargir un petit peu ton champ de compétences ? Est-ce que ça te sert dans ta carrière ? Est-ce que parfois, c'est du temps que tu ne peux pas investir au service de ta performance ? Comment
Tu as parlé avant aussi que chaque jour, tu essaies d'être une meilleure version de toi-même. Quelle importance les connaissances et les compétences ont pour toi et comment tu comment tu vis tout ça d'apprendre des choses et de les appliquer? Ouais, alors la curiosité, je pense que c'est... Enfin, je vois ça comme une qualité dans tous les domaines de la vie, mais le fait d'aller voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, d'aller creuser quelque chose, et puis nous, en tant qu'athlètes, on a une équipe autour de nous, mais finalement, dans le portillon, on est tout seul. Du coup, c'est nous qui devons nous entourer, d'avoir les meilleurs outils à disposition et tout. Un peu comme un entrepreneur, finalement, qui fait en sorte d'optimiser tout son environnement pour que lui, il soit bon dans son domaine. Et ça, du coup, ça nous pousse à être curieux. Et moi, déjà, je peux pas faire exactement la même chose qu'un autre. Déjà, je sais pas tout ce qu'il fait, puis peut-être ça va pas fonctionner avec moi. Et puis, si je veux avoir des résultats meilleurs qu'un autre, je suis bien obligé de faire des choses différentes que l'autre en préparation. Donc voilà, de ce côté-là. Après, le côté plus professionnel qui est pour moi mon autre moi. Là, je l'avais dit, c'était à cause de mes parents que j'avais dû faire l'école, la maturité gymnasiale. Puis après, à la fin de la maturité gymnasiale, j'avais mon diplôme, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Et puis là, j'ai décidé moi-même d'aller à l'université. Et là, j'ai fait l'uni à distance. C'était un peu intense parce que de faire un bachelor en 3 ans avec une carrière à en devenir en étant athlète Coupe d'Europe, des fois, c'était un petit peu chaud. Surtout la période d'examen de janvier, par exemple, qui tombait pas forcément à pic. donc voilà, je me rappelle, j'avais les courses le jeudi, vendredi, puis après, le week-end, c'était full études pour l'examen de la semaine d'après, quoi. Mais voilà, je pense que pour moi, c'était important d'avoir un plan B. On fait un sport, il y a des risques. Et d'une seconde à l'autre, il y a tout qui peut s'arrêter. Ça, faut quand même jamais oublier. Et c'est vrai même pour les plus grands athlètes. Et du coup, c'était important pour moi d'avoir un peu un matelas de sécurité, un plan B où je me dis, si tout d'un coup je me blesse ou s'il y a quelque chose qui fait que je peux plus continuer mon sport, je peux quand même me retourner et puis je me retrouve pas du jour au lendemain sans job, sans expérience professionnelle et puis un petit peu voué à moi-même. Donc c'est pour ça que j'ai continué ça. Et puis après, l'autre chose, c'est que ça m'intéresse et que ça me drive énormément. Je veux dire, moi, ma saison, elle dure 4 mois, mais après, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de novembre, c'est un petit peu plat au niveau émotionnel. Alors, le fait d'aller chercher des nouveaux horizons, de faire avancer un petit peu le tout, ça fait que le soir, quand je m'endors, je suis satisfait de ma journée. Et puis cet accomplissement personnel, c'est très important quand même. C'est aussi des choses qui te permettent par exemple, aujourd'hui, tu es ton propre manager au niveau sponsor, tout ça. C'est des compétences qui te permettent de gérer ce genre de choses aussi, ou comment tu le vois, ça? Certainement, ouais. Certainement que le fait d'avoir un certain bagage, ça permet d'être à l'aise dans un entretien de négociation. Parce que c'est peut-être pas très courant pour le grand public, mais nous, en tant que skieur, on est vraiment indépendant et donc on n'est pas salarié de Suski, on a tous des sponsors individuels et puis en fait, chaque sponsor négocie son contrat et c'est comme négocier un contrat de travail, sauf qu'on en a plusieurs. Et puis les intérêts ils sont divergents. Forcément que le sponsor il va vouloir le plus de visibilité possible ou le plus de contrepartie pour le moins d'investissement. Et puis que nous, forcément qu'on aimerait gagner le plus en donnant le moins. Donc voilà, c'est toutes des histoires de négociation. Et puis moi je trouve que mon bagage professionnel et académique me sert dans ma vie d'athlète aussi, ouais. C'est intéressant, tout le fonctionnement, les coulisses un petit peu et comment ça fonctionne, c'est intéressant. Aujourd'hui, du coup, est-ce que tu parlais de la période un petit peu plate? Donc il y a vraiment du temps libre où le fait de travailler, tu dois pas mettre de côté parfois des choses que tu devrais faire pour le ski. Ça, c'est... Ouais, alors
Temps libre, c'est peut-être quand même un petit peu un abus de langage de ma part, parce que en vrai, on est quand même. Je sais pas si t'as dit ça avant, mais. Oui, je pense que j'ai parlé que c'était la période un petit peu plus tranquille, mais en vrai, on est quand même toujours assez occupé. En fait, ce qui se passe, c'est que on skie jusqu'au 15 avril, et puis après, à partir du 15 avril jusqu'au début mai, là, on a des vraies vacances. Donc là, on a 2-3 semaines, on a vraiment la paix. Mais après, on commence la période de condition physique, et puis pour moi, cette année, c'était 12 semaines. Donc là, c'est 12 semaines d'entraînement. 5 à 6 jours par semaine d'entraînement, 3 à 4 heures par jour. Ça, c'est quand même conséquent. Et puis, il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste 3-4 heures et après, on peut faire autre chose parce que pour pouvoir s'entraîner efficacement 3-4 heures, il faut quand même avoir une hygiène de vie autour qui soit cohérente. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre soin de son corps avec éventuellement des massages, de la physiothérapie, de la cryothérapie, des mesures de récupération, faire de la mobilité et tout. Il faut bien s'alimenter, donc cuisiner soi-même, acheter les bons aliments et tout. Et il faut dormir assez pour récupérer au top. Et puis, pas avoir trop de distractions qui coûtent de l'énergie. Alors, honnêtement, c'est un job à 100%, même pendant ces 12 semaines. Et puis, à côté de ça, il y a toutes les sollicitations médias, sponsors. Donc, des shootings, des contre-prestations, des présences sur des événements ou comme ça. Faire des podcasts. Faire des podcasts, par exemple. Et du coup, on est quand même bien occupé. Ça il faut le laisser et ça suffirait. Enfin, je m'ennuierais vraiment pas. Moi, peut-être que je m'ennuierais, mais quelqu'un de normal ne s'ennuie pas avec cet emploi du temps-là. Et puis après, on reprend le ski au mois d'août. Là, on est 2 semaines et demie à Zermatt, on a de nouveau 2 semaines à la maison, après on part 3 semaines au Chili, là on est de nouveau loin pendant 3 semaines, ensuite le mois d'octobre aussi 2-3 semaines on n'est pas à la maison, et à partir du 15 novembre on est aux États-Unis pour 4 semaines, et puis après la saison est lancée, puis ça va gauche à droite, franchement on n'a plus le temps vraiment jusqu'au 15 avril. Donc en vrai c'est quand même assez chargé. C'est difficile à dire, c'est un job à équivalent à 100% ou pas, parce que voilà, en vrai, ma saison financièrement, elle dépend des 30 minutes de course de l'année cumulées. C'est fou de se dire ça. C'est fou de se dire ça, mais moi je fais environ entre 15 et 20 courses de 1 minute 30 à 2 minutes, et en temps cumulé, j'avais calculé pour l'année du Super G, là, c'était assez fou parce que sur toute l'année, donc si on additionne le temps de toutes les courses, je crois que j'avais perdu 6 secondes par rapport à Odermatt sur quelque chose comme 13 minutes. Si on compare ça à des courses de fond, par exemple, c'est vraiment minime, quoi. Et puis c'est 2 mondes différents, Odermatt et puis mon niveau à moi. Donc voilà, alors après, c'est clair que je dépends énormément de ces minutes-là de course, mais on fait beaucoup de travail pour après récolter les fruits du travail pendant la saison. Intéressant. Tu parlais d'hygiène de vie, c'est toujours un thème qui m'intéresse et que les athlètes abordent d'une manière intéressante. Est-ce que toi, tu as des non négociables aujourd'hui? Tu as parlé peut-être de sommeil, alimentation. Quels sont les tiens, des non négociables, ou c'est comme ça et pas autrement? Je suis pas trop comme ça, voilà. Je suis pas trop mentalité suisse-allemande à vraiment avoir une tolérance zéro, mais moi je fais attention quotidiennement à ce que je mange, à ce que je bois, à mes heures de sommeil, potentiellement à de l'alcool. J'essaie d'éviter. Je suis pas non plus à une tolérance zéro de ça, mais c'est juste que des fois ça va juste pas. Si c'est un mercredi soir, c'est pas forcément nécessaire de boire de l'alcool. Si j'ai encore 2 jours d'entraînement, le jeudi et le vendredi, je vais potentiellement éviter. Après, ma santé mentale est très importante là-dedans, et il faut que je m'épanouisse, il faut que je sois épanoui pour performer. Donc ça, moi je mets aussi dans l'hygiène de vie, avec du temps avec les amis, avec la famille, avec les gens où on passe du bon temps finalement. Trouver un équilibre où tu te sens pas contraint par les éventuelles contraintes et ce qu'il faut mettre en place pour performer, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Intéressant. Magnifique. Le temps passe vite. Je te propose d'entrer dans la dernière partie avec les questions que je pose fréquemment, qui se ressemblent ou celles que j'ai pas pu poser pendant l'interview. Oui. S'il y a une chose que les gens, nos auditeurs, devaient retenir aujourd'hui de notre discussion, qu'est-ce que tu aimerais que ce soit?
j'espère que cette discussion a été inspirante pour le public. Moi, je suis consommateur de podcasts parce que voilà, on est souvent sur la route, en voyage et tout. Et en fait, moi, ce que je retiens d'un podcast, c'est quand le soir, je m'endors ou des fois, je pars dans mes pensées quelques jours après et je repense à des phrases un petit peu hors contexte qui m'inspirent beaucoup. Et voilà, je consomme des podcasts qui m'intéressent dans l'entrepreneuriat, dans le business. Donc j'espère que j'aurai sorti deux, trois phrases qui vont inspirer les gens et puis les motiver peut-être à faire ce qu'ils ont. Ça fait longtemps qu'ils hésitent à faire et puis là, ça va finalement faire ce pas pour réussir. Ouais. Intéressant. Je discutais avec un joueur d'hiver de sport, un joueur de foot, Hugo Comano, qui m'a sorti une phrase qui me travaille toujours et sur laquelle je réfléchis pas mal. C'est lui, en fait, à la question de pourquoi tu te lèves le matin, il m'a dit « J'essaie d'être à la hauteur de moi-même ». Et cette phrase, de mon côté, je ne sais pas encore comment exactement l'appliquer. Toi, qu'est-ce qu'elle t'évoque ? Pour moi, jour, être à la hauteur de toi-même. Enfin, je comprends ça venant d'un sportif, je comprends ça, c'est l'exigence, l'auto-exigence en fait. Et ça, c'est vrai que on est très exigeant avec notre corps, avec nous en général. Parce que moi, il en faut beaucoup pour que je sois satisfait de moi-même. Je suis bien plus rapidement satisfait de quelqu'un d'autre que de moi-même. Et ça, c'est fou. Et là est tout aussi la question de cette addiction à la performance et au sport. Parce que quand je m'entraîne, j'ai mon plan d'entraînement. J'ai, disons, mes 6 exercices à faire. Quand j'ai fini mes 6 exercices, mais qu'est-ce que la tentation est forte de faire encore un petit 7e. Puis je dis, ouais, mais c'est rien du tout, c'est un petit truc comme ça. Et en fait, on ne doit pas, parce que notre plan d'entraînement a été pensé pour gérer la charge et puis pour qu'on puisse gérer ça sur toute la semaine et tout. Mais cette exigence et puis cette addiction à toujours devenir meilleur, repousser les limites, elle est folle. Et ça, c'est une de mes grosses réflexions. Je veux dire... Vraiment, je me retourne les méninges, je me dis, mais à quel moment ça devient pathologique ? Et puis, c'est une question philosophique, ça, après. Et en tant que tu parles du point de vue de l'athlète, en tant qu'homme, qu'est-ce que c'est pour toi être à la hauteur de toi-même ? Si tu enlèves un petit peu le côté sportif. Je pense que là, on serait sur les principes. D'être en accord avec ces principes, d'arriver à se regarder dans la glace, et puis que la décision qu'on prend aujourd'hui, que dans 1 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, on soit fiers de nous, parce que à ce moment-là, c'était la meilleure décision pour nous, et on avait cette conviction-là, et puis on l'a fait sans être biaisé par autre chose. Ouais. Être cohérent avec soi-même. Exactement, et puis éviter tous les vices qu'il y a actuellement dans la vie. Ouais. Tu en as déjà un peu parlé, mais quelle serait pour toi la définition d'un athlète de haut niveau ? Ta définition personnelle, comment tu le vois ? C'est complexe. Des fois, on parle d'athlètes professionnels et d'athlètes de sportifs d'élite. Je sais pas vraiment si là, je crois que la différence, elle est juste financière. Il y a des sports où on a la chance de pouvoir gagner notre vie et d'autres beaucoup moins. Je pense que l'athlète de haut niveau, c'est juste que dans ses top 3 priorités de la vie, c'est de performer dans son sport. Et du coup, il va optimiser son monde à lui. Donc, l'hygiène de vie, le temps d'entraînement, forcément faire des choix, des petits sacrifices. Moi, je pense que c'est ça. Et puis, celui qui... Si on prend l'antagoniste, celui qui fait du sport plutôt plaisir, lui, il a ses 3 priorités. Mais quand il a un peu de temps, il va faire du sport. C'est pas forcément d'abord l'entraînement et puis après le reste. Intéressant de voir ça sous forme de piliers et de choses, des jauges où on peut mettre de l'énergie et du temps. Ouais, pour moi, c'est une question de priorité, en fait. Les skieurs... s'entraînent dur, se relâchent pour, finalement, on en parlait avant, à la fin, des différences de temps entre chaque coureur qui sont minimes. C'est une interprétation, une vision du temps. Qu'est-ce qu'elle est ? De manière générale, toi, comment tu vis le temps qui passe ? On a parlé justement d'espace-temps, de temps qui passe différemment quand tu es dans un état de flow. Mais en général, le temps qui passe, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ? Comment tu le vis ? Non, ça m'inquiète pas dans le sens où je remplis mes journées autant que je peux les remplir.
Je suis un peu hyperactif et du coup, finalement, je fais plein de choses. Donc, quand je regarde dans le rétroviseur l'année dernière ou les 10 dernières années, j'ai quand même l'impression d'avoir fait beaucoup de choses. Donc, j'ai pas l'impression de perdre le contrôle du fil de la vie. Ça, c'est clair. Après, voilà, c'est tout le temps un peu fou. Et puis des fois, quand on se calme un petit peu et puis qu'on regarde en arrière, y a plein de choses que voilà, on n'a pas eu le temps de faire, on n'a pas vu passer. Parce que, encore une fois, on a un certain laps de temps, enfin un certain temps à disposition pour faire les choses qu'on doit faire. Et puis faut mettre des priorités, faut faire ses choix. Et puis des fois, peut-être qu'une activité un peu plus plaisir, elle passe à la trappe parce que on met la priorité sur s'entraîner ou bien sur investir sur quelque chose. Et puis après, on récoltera les fruits plus tard. Et le plaisir viendra à ce moment-là. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie et de qui provient-il ? Je pense que les meilleurs conseils que j'ai reçus, c'était quand j'étais en train de me développer entre 13 et 18 ans. Et à ce moment-là, au moment précis, là, je les ai pas compris, quoi. C'était me mettre, pour dire vulgairement, des coups de pied au cul, me remettre dans le droit chemin, et puis faire en sorte que je sois discipliné. Et c'est des choses que sur le moment, je les voyais comme quelqu'un qui avait de l'autorité sur moi et qui en connaissait rien. Et avec du recul, je comprends ce sens-là. Et puis je pense que c'est souvent comme ça dans la vie, en fait. On comprend avec du recul les messages qui nous ont été pourtant transmis. Ils étaient là devant nous, mais on n'était pas prêt à les recevoir. Donc voilà, moi je pense que un des conseils qu'on m'a eu dit, c'est un athlète qui était très talentueux, qui a fait des débuts en Coupe du Monde, puis qui après a dû arrêter. Et qui était après entraîneur, et puis il nous a dit si je suis pas athlète Coupe du Monde aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas assez travaillé. Du coup, le message là-dedans, pour moi, c'était de ne pas avoir de regrets. Donc de mettre tout en œuvre actuellement pour ne pas avoir de regrets, puis pour pouvoir regarder en arrière puis dire mais ok, j'ai pas réussi, mais j'ai tout fait pour réussir. Et puis j'ai pas réussi et j'aurais pu faire ça différemment. Ok, cool. En restant dans le thème des conseils, si tu avais en face de toi un ou une jeune skieuse ou skieur talentueux, qu'est-ce que tu lui... Si tu avais un seul conseil à lui donner, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je crois que c'est la discipline. Si on est discipliné, c'est la qualité qui traverse les âges et puis qui permet en fait d'avoir une ligne directrice. Et cette ligne directrice, peut-être que notre objectif il est droit devant et que notre ligne elle est décalée de 20 degrés, mais au moins on avance toujours dans la même direction. Et c'est pas d'avoir une fois là, puis en fait de jamais aller nulle part. Ouais, franchement c'est la discipline. Ouais. Les petits détails au quotidien qui s'additionnent. Exactement, ouais. Et le fait de répéter, même quand on n'a pas envie, même quand on n'a pas la motivation, et que c'est pas des... je veux dire, c'est pas toujours une partie de plaisir, l'entraînement. Des fois, je crache mes poumons après une séance d'intervalle et je me demande, mais pourquoi je fais ça ? Vraiment, sur le moment T. Et c'est pas tout le temps du plaisir, mais comme je l'ai déjà dit... des fois, il faut travailler en amont pour pouvoir récolter le fruit de son travail après. Et puis ça s'appelle pour moi de la discipline. Je t'en ai un petit peu parlé. Je suis un fan de biographie et d'autobiographie sportive, de sportifs ou autres. Ça m'amène sur le thème de la littérature. Est-ce qu'il y a une œuvre cinématographique ou littéraire qui t'a marqué et que tu recommandes ? Je suis pas un grand consommateur de films et pas beaucoup de livres. Malheureusement, j'aimerais bien avoir un petit peu plus. Enfin, j'aimerais m'accorder plus de temps pour lire, mais chaque année, j'échoue un petit peu. Donc, j'en ai pas lu beaucoup. Moi, peut-être Bud et Miller, une biographie, je crois que c'était L'Art de la vitesse ou comme ça. Okay. Ça qui m'a quand même un peu inspiré dans le sens où il trace son propre chemin.
il y a les entraîneurs qui lui disent tu devrais faire comme ci, comme ça, et lui il dit non, moi je pense que il faut faire comme ça. Et puis il fait tout le temps un peu comme il pense et il arrive. Et ça colle assez à ma mentalité dans le sens où je suis pas conventionnel, je rentre pas forcément dans les cases. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui auraient mis une piécette sur moi à l'âge de 15 ans, à l'âge de 20 ans même. Et puis finalement, j'ai continué dans ma philosophie à moi, dans mon ADN à moi. Et aujourd'hui, j'utilise les qualités que j'ai pour performer. Donc ça m'a inspiré. Après, voilà, j'en ai pas non plus lu ou vu 100 000, donc c'est à prendre ou à laisser. Intéressant. Je lirai tout ça. Ça sera sur ma liste. Pour terminer, t'as champ libre pour parler d'un projet, d'une cause ou ce que tu veux qui te tient à cœur. Merci, ouais. De quoi parler au niveau du côté sportif, quelque chose qu'on n'a peut-être pas trop parlé, il y a le Fans Club pour moi qui est très important. Donc le Fans Club, c'est clairement une communauté proactive qui vient me soutenir sur les courses. C'est vraiment un soutien moral. Et puis moi, je passe chaque fois des super moments parce que quand il y a le Fans Club, c'est quand même différent. Et puis si vous aimez mon histoire, si vous voulez me suivre, vous pouvez volontiers rejoindre le Fans Club. Il y a des prix très dynamiques, donc à partir d'1 franc, vous pouvez être membre. C'est vraiment pas un gros investissement. Et après, selon les goodies qui vous plaisent, il y a plusieurs cotisations différentes. Vous allez recevoir aussi une newsletter de ma part pendant toute la saison et aussi un petit peu l'off-season. Et puis, il y a le groupe WhatsApp avec des fois quelques vidéos de ma part en mode selfie, feedback après les courses. C'est des informations un peu privilégiées que vous trouverez pas forcément dans les médias. Et après, vous êtes bienvenus sur toutes les sorties. Donc, il y a Wengen, il y a Kitzbühel, il y a Crans-Montana, par exemple, cette année. C'est toujours... je connais personne qui a regretté d'être venu à une sortie du Fans Club. Et puis après, fête de fin de saison, souper de remerciements qui se déroule à Martigny, où voilà, on est 200-300 personnes à regarder un petit peu les bons moments de la saison passée et puis à faire la fête. Avec la fondue rose. Alors, fondue rose, c'est pas toutes les années. Okay. On se renouvelle un petit peu d'année en année. Il y a eu la fondue. Là, cette année, c'était la polenta. L'année prochaine, on a une nouvelle idée, mais je peux pas encore la dévoiler. Mais en tout cas, ça va être succulent. Magnifique. Arnaud, merci beaucoup pour cet échange. C'était top. Et puis, tout de bon pour la suite, pour les prochaines saisons. Et puis, on te souhaite tout de bon sur les skis et en dehors. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. Ciao, ciao.